On va d'abord faire peut-être un rapide tour d'horizon sur votre activité. On va commencer avec vous, Nathan, entreprise de recyclage de kayaks gonflables et de tapis de yoga. Expliquez-nous. Entre autres, bonjour. Notre mission avec la virgule, c'est de récupérer tout le matériel technique qui vient du monde du sport outdoor pour les transformer en sac à dos et en sacoche vélo. Donc on fait de l'upcycling, on récupère des matières qui ont des propriétés techniques incroyables, mais qui finissaient enfouies ou incinérées. Nous, on vient les découper, les nettoyer pour en refaire des produits techniques. Avec une particularité, vous employez des personnes en situation de handicap. Voilà, on travaille avec 3 ateliers, un qui est à Calais, qui est un ESAT, donc avec ces personnes en situation de handicap, qui font toutes ces étapes. Il y a environ 60 étapes pour passer d'un kayak gonflable à un sac à dos. Et on travaille aussi à Roubaix, encore plus proche d'ici, avec une entreprise d'insertion qui fait ces sacoches de vélo faites à partir du dessous des kayaks gonflables. Voilà. Mathilde Dury, directrice générale de Norcis, entreprise de services numériques, société à mission, plus de 600 collaborateurs. Bonjour. Un mot de présentation. Oui, donc Norcis, c'est une entreprise qui a été créée dans le Nord il y a 26 ans et qui fait du développement informatique, donc qui intervient de A à Z sur un projet informatique. On travaille dans le domaine de la santé et protection sociale, aussi la grande distribution, les médias et la transition écologique et énergétique. Vous avez expérimenté un nouveau modèle de développement que vous appelez la perma-entreprise. Expliquez-nous. Oui, effectivement, après 20 Inspiré ans de la permaculture. Après 20 ans de RSE et avec la crise sanitaire, crise écologique qu'on vit, on se dit que la RSE, ça ne suffit plus et donc il faut pousser ce modèle un peu plus loin. Et donc après 2 ans de réflexion, voilà, on expérimente et on promeut, on essaime à l'externe ce nouveau modèle de perma-entreprise qui se base sur 3 principes éthiques indissociables que sont prendre soin des humains, préserver la planète et sa biodiversité et se fixer des limites et redistribuer les surplus. C'est vrai qu'un des messages pour moi fondamental pour l'économie de demain, c'est de vouloir croître, mais pas à n'importe quel moyen, pas à n'importe quel prix. Aurélie Lapidus, directrice générale de Veolia Recyclage et Valorisation, on ne présente plus le groupe Veolia. Vous ne raisonnez pas en RSE, mais en performance plurielle. Oui, exactement. Alors, Veolia, c'est bien sûr une entreprise du CAC 40, leader mondial des services à l'environnement, mais c'est une entreprise très locale, dans les territoires, avec des activités non délocalisables. Et la performance plurielle de Veolia, je rebondis sur ce que disait Mathilde, en réalité, c'est se dire que on doit aller au-delà de la RSE, c'est-à-dire que ça n'est pas la cerise sur le gâteau, mais la responsabilité sociale, sociétale, environnementale d'une entreprise, elle doit être au cœur de son activité. C'est ça la performance plurielle. Et donc une entreprise, elle doit être utile à toutes ses parties prenantes, à ses clients, au territoire, à ses fournisseurs, à ses actionnaires, à la planète et même aux générations futures. C'est ça que nous développons. Sébastien, François, Induo, vous êtes spécialisé dans l'innovation textile, vous travaillez avec des grandes marques de vêtements et vous êtes en train de développer une nouvelle technologie de recyclage de grande envergure. Expliquez-nous. Oui, alors je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'on en parle publiquement parce qu'on vient de déposer les brevets il y a quelques jours, donc on peut enfin parler. Donc oui, nous on développe toute une nouvelle technologie qui permet d'utiliser des gisements complexes. Donc en gros, pour pouvoir utiliser des vêtements d'ébène, comme ce que vous avez chez Le Relais, on travaille entre autres avec eux, et pour en refaire des vêtements complètement vierges. Alors on est encore à une étape de R&D. On espère avoir notre démonstrateur industriel d'ici 2 ans et donc avoir à très grande échelle. Donc je parle de dizaines ou de centaines de milliers de tonnes d'ici environ 5 ans. Est-ce que peut-être un mot sur les textiles aussi que vous produisez, textiles aux propriétés particulières, dites-nous un mot. Oui, alors pour une start-up, c'est étonnant de parler de cœur de métier, mais notre cœur de métier historique, entre guillemets, pour une entreprise qui a 6 ans, c'est des tissus innovants qui résistent aux taches et à la transpiration, entre autres pour les chemises. Et un mot de Innovafeed. Bonjour, merci d'être avec nous. Biotech fondée en 2016, spécialisée dans l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation animale et végétale. Expliquez-nous. Alimentation végétale ? Oui, également. Donc en fait, l'ambition d'Innovafeed, c'est de contribuer à la construction d'un système alimentaire plus durable, quelque part en redonnant à l'insecte la place qu'il a dans la nature, naturellement. Donc, quel est le rôle de l'insecte dans la nature? C'est de recycler des déchets, de les transformer en humus, et ce faisant, de réinjecter dans le système alimentaire des nutriments. Parce que les insectes sont à leur tour mangés par des oiseaux, des poissons, des petits mammifères. Donc l'idée
d'utiliser l'insecte dans le système alimentaire n'est pas complètement nouvelle. Ce qui est plus nouveau, par contre, c'est l'échelle à laquelle on est capable de le faire aujourd'hui grâce à des développements technologiques de pointe. Vous avez la plus grande capacité de production d'insectes au monde? Alors oui, pas très loin d'ici, dans la Somme. On a construit l'année dernière une ferme verticale, 25 000 m², 70 millions d'investissements, 500 emplois directs et indirects, où on recycle des coproduits, on élève des insectes, et juste pour partager un seul chiffre, dans cette ferme verticale, on est capable de collecter 20 000 œufs d'insectes chaque seconde. J'imagine que tout le monde se pose la question, mais est-ce que l'étape d'après, c'est les insectes pour l'alimentation humaine? Ça peut être également le cas. Je pense qu'il y a une proposition de valeur intéressante pour l'homme, aussi bien environnementale que nutritionnelle. On pourra y revenir. Transition écologique, économie circulaire, nouvelles sources d'alimentation, on va en parler avec vous tous. Est-ce que la région Hauts-de-France vous accompagne et surtout, et on va commencer par vous Nathan, est-ce que vous avez l'impression que ces questions environnementales, elles sont peut-être plus présentes en région qu'elles ne le sont dans des grands centres urbains? Elles le sont fortement. On a eu la chance d'être accéléré par l'accélérateur REV 3, qui nous permet justement d'être en relation avec d'autres entreprises de l'économie circulaire et de la santé, et justement d'avoir cet univers qui vous permet d'avoir, c'est un peu le passeur décisif qui vous permet de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et donc il y a ce maillage qui est super intéressant, qui nous a permis nous de grandir beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, donc l'accompagnement REV 3 était super intéressant pour ça. Chez Norcis également? Alors, moi, j'ai la chance aussi de présider le centre des jeunes dirigeants et donc d'accompagner 150 dirigeants de TPE-PME. Pas plus tard qu'hier, un dirigeant de TPE-PME me confiait cette accessibilité, facilité, rapidité, réactivité que les services de la CCI avaient, notamment pour accélérer son passage vers le numérique, mais aussi bien d'autres systèmes. Donc, l'agilité et la facilité de prendre des décisions qu'a un dirigeant, on le retrouve dans une CCI, et voilà, c'est une qualité qui est importante de mettre en avant et qui est souvent peut-être pas assez connue. Aurélie, Veolia, ce n'est pas un groupe régional. Vous pouvez du coup avoir une vision un peu globale sur notre pays. Est-ce que dans la région Hauts-de-France, il y a une sensibilité par rapport à ces problématiques environnementales plus aiguës qu'ailleurs ? Oui, c'est très important. Et surtout, on l'a vu ce matin, en fait, tant la région que la CCI, REV 3, le MEDEF, tous les acteurs en fait publics et privés forment l'équipe Hauts-de-France. Et c'est ça qui est très frappant ici, et ça permet d'entraîner et de créer un écosystème favorable à l'innovation et surtout à cette économie de demain, c'est-à-dire une économie qui est circulaire, qui est décarbonée, qui est digitale et qui est inclusive. Et donc c'est vraiment, on parlait ce matin d'effervescence, c'est cet écosystème bouillonnant et collectif qui met ces sujets en fait, voilà, au cœur de nos actions. C'est intéressant votre évolution, Sébastien François, puisque vous produisez du textile et vous allez dans le sens de l'histoire maintenant en ouvrant votre activité aux questions de recyclage. Là encore, est-ce que la région vous a accompagné ? Alors, moi, je ne suis pas originaire de la région et je suis venu pour créer cette société, puisque quand on pense textile, on pense Hauts-de-France. Parce qu'il y a des partenariats avec énormément d'acteurs. Nous, par exemple, on est des grands partenaires avec l'ANSET aussi, qui est une école à Roubaix. Et ensuite, nous, dès le début, la question écologique était présente. Par contre, on l'a d'abord prise dans la fonctionnalisation. Dire comment va vous produire des vêtements qui vous permettent de moins les laver, qui vous permettent de moins les entretenir. Et aujourd'hui, on fait un saut vers aussi comment on va les gérer après en fin de vie. Mais fondamentalement, pour nous, c'est pas vraiment un changement de modèle, c'est juste la continuité d'un élément sur lequel on travaillait déjà. Clément Ray, Innovafeed, les insectes, ça aussi, c'est trouver de nouvelles sources d'alimentation, c'est une question d'avenir ? Oui, je pense que c'est effectivement une question d'avenir. Quelles sont les questions d'avenir ? Je pense que c'est qu'est-ce qui est l'économie de l'avenir ? C'est les questions qui sont vraiment des questions de société. Donc il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux économiques. Sur les enjeux environnementaux, notre alimentation est un sujet absolument primordial. L'alimentation, c'est 25% des émissions de CO2 au niveau mondial. Si on veut respecter les accords de Paris, il faut qu'on le réduise de 70% pour avoir une trajectoire qui se limite à 2 degrés. C'est également un impact majeur sur la biodiversité. L'alimentation est responsable de 80% de la perte de biodiversité, directement ou indirectement au cours des dernières années. Donc un enjeu majeur de trouver des nouvelles façons de produire également.
Et c'est également des enjeux de société. On voit qu'il y a un essor très fort du numérique, du digital. Je pense que c'est essentiel pour la France, pour notre pays, en termes de prospérité, en termes d'indépendance, mais ça a aussi certaines conséquences sur le tissu social. L'industrie n'a pas la même conséquence sur le tissu économique que le digital. L'industrie se développe partout en France, crée des emplois, réunit au sein d'un même projet différents collaborateurs qui ne seraient pas forcément amenés à se rencontrer. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que si on corrèle deux cartes, la carte de la désindustrialisation et la carte du vote pour les extrêmes, elles se superposent quasiment parfaitement. Donc je pense que l'industrie, et l'industrie au service d'enjeux environnementaux, est absolument primordiale pour l'avenir. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous êtes confrontés les uns les autres, et surtout comment est-ce que la région, soit en tant qu'entité ou alors en tant que savoir-faire, vous aide à y répondre? On va commencer avec vous, Nathan. Les défis pour nous, c'est de produire des sacs qui sont suffisamment techniques pour venir concurrencer des marques comme Patagonia, Salomon, qui produisent à l'autre bout du monde. Nous, c'est d'arriver à faire ça beaucoup plus localement. Il y a déjà des premiers paris qui ont été faits avec justement Résilience, qui est un atelier à Roubaix qui s'est relancé justement en se disant comment c'est possible qu'à Roubaix, on n'arrive plus à faire de masques en période de Covid, et que justement on avait des problèmes pour les capter de la Chine, etc. Et donc ce pari-là, il est à moitié réussi pour l'instant. On arrive à faire des produits qui sont déjà suffisamment techniques. Maintenant, on veut aller encore plus loin. On vient de lancer une collaboration avec une marque de ski de randonnée qui s'appelle ZAG, qui sont à Chamonix. Et le but, c'est d'arriver à faire un ski de randonnée à partir de tout votre vieux matériel. Donc venez vider vos garages et vos greniers avec des vieilles vestes en Gore-Tex, des slackline, etc. pour justement que ça soit la base de création de ce sac. Et donc on inclut la communauté dès la conception du sac. Est-ce que des poids lourds du secteur, Decathlon, La Redoute, peuvent vous aider justement dans la distribution de vos produits? Tout à fait, surtout dans la collecte, parce que le gisement vient principalement de ces industries-là. Ces kayaks justement, enfin cette sacoche qui était un kayak avant vient de la marque Itiwit, qui est la marque de kayak gonflable de Decathlon. Donc on travaille avec eux aujourd'hui en tant que collecteurs, et demain aussi on les aide à mieux concevoir, à réfléchir à justement les produits de demain, comment demain ils sont mieux réparables, mieux upcyclables. Et donc ça fait partie de notre mission au global. Mathilde, vos défis aujourd'hui et comment vous y répondez? Alors le défi pour Nord6, c'est de trouver, parce que nous sommes en pénurie de compétences, de profils informatiques, c'est-à-dire qu'on ne forme pas assez de développeurs informatiques. Ça, c'est pas uniquement lié à la région de France. Hein. Oui, là où tout secteur d'activité est confronté au passage au numérique. Mais c'est le défi de Nord6, même si je réponds pas complètement à la question qui concerne les Hauts-de-France, mais voilà, c'est le défi aujourd'hui, c'est-à-dire que la croissance aujourd'hui, il peut ne pas y avoir de croissance parce qu'on n'arrive pas à recruter. On en a parlé dans une table ronde précédente, mais est-ce que le fait d'être implanté en région, où on peut avoir plus d'espace pour vivre et peut-être une meilleure qualité de vie pour la même somme d'argent, c'est pas un facteur compétitif pour vous, pour attirer des talents ? Bien sûr, mais aujourd'hui, on a des talents qui peuvent télétravailler et donc travailler hors des Hauts-de-France. Donc, j'avoue que la question, elle reste complexe. J'ai suivi toute la matinée. On dit aux États-Unis, on gagne 10 fois plus. Un développeur qui veut changer de job, il est sûr de faire une belle plus-value. Et donc, quand une entreprise comme Nord6 est engagée au regard de l'égalité de traitement, de la diversité et qui ne pratique pas la surenchère salariale, voilà, parfois, c'est dur de conserver ses engagements. Aurélie, recycler, valoriser, c'est vraiment dans le sens de l'histoire. Quelle est votre principale difficulté? Répondre à la demande? Le principal enjeu aujourd'hui, c'est vraiment que tous les acteurs comprennent, et chaque citoyen d'ailleurs, hein, dans son propre foyer, chaque entreprise comprenne l'importance du geste de tri. Parce que, évidemment, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et après, les déchets doivent être recyclés et pour être ensuite valorisés et avoir une nouvelle vie. D'ailleurs, on a de formidables exemples là autour de cette table. Donc, le plus important, c'est vraiment de comprendre l'importance du geste de tri et de nos modes de consommation. Après, il y a un sujet social qui est majeur, c'est que ces emplois verts, les emplois de demain, demandent aussi beaucoup d'accompagnement. Par exemple, nos équipiers de collecte, parce qu'on a 85% d'ouvriers dans nos activités, demain, ce sont des ambassadeurs de tri. Et c'est là qu'on retrouve toute l'importance de cet écosystème favorable à l'apprentissage, à l'alternance. La région est très en avance sur ces sujets. Et donc, voilà, c'est clé, hein, cette dimension sociale et ces emplois de demain sont indissociablement liés à ces sujets de
recyclage et valorisation des déchets. Est-ce que vous faites de la pédagogie auprès de vos clients ? Oui, la réglementation est un levier clé, mais ça ne suffit pas. On a aussi toute cette pédagogie au sens communication, sensibilisation, et là on compte sur l'appui de tous parce que c'est un enjeu de société, bien sûr. Sébastien, François, vous, quelle est votre principale difficulté, votre plus gros défi en ce moment, et surtout comment est-ce que la région de France vous aide à y répondre ? Nous, on a les défis de toutes les sociétés en croissance, c'est-à-dire trouver des talents, les recruter, augmenter nos ventes, trouver des financements. Et là-dessus, on est aidé vraiment à plusieurs échelles, par la région et d'un point de vue national. Par exemple, on a été aidé pour nos exports par la région, on a aussi été aidé par Business France avec tout ce qui est VIE. Et moi, je trouve que justement, le maillage territorial là-dessus fonctionne plutôt bien, le fait de pouvoir travailler à plusieurs échelles selon les enjeux. Et après, s'il y a encore un sujet sur lequel, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, sur lequel il faut que même nationalement on progresse, c'est toujours ce sujet de talent, réussir à former des gens, réussir à ce que les entreprises puissent avoir accès à des nouveaux talents. Nous, on recrute beaucoup en sortie d'école et c'est vraiment l'élément clé pour nous. Clément ? J'ai envie d'aller dans le sens de Sébastien, d'Aurélie et de Mathilde. Je pense que nous, nos défis également, c'est on est en très forte croissance. On a 60 postes ouverts à l'heure actuelle qu'on souhaite pourvoir d'ici la fin de l'année. C'est la principale contrainte à la poursuite de notre croissance. On a besoin de talents pour pouvoir accompagner la montée en production de notre site dans la Somme. On a besoin de talents pour préparer le déploiement international de nos technologies. On a besoin de talents pour renforcer notre leadership technologique. On a besoin de talents également pour accompagner les développements business. On recrute des recruteurs en ce moment, par exemple, pour pouvoir accélérer. Donc c'est vraiment l'enjeu. Recruter des personnes motivées, engagées, audacieuses et de pouvoir les fédérer autour d'un projet de valeurs communes. Cette pénurie de talent, vous en parlez tous, est-ce que ça retarde le développement de vos projets ou est-ce que vous arrivez quand même à composer avec le manque de main-d'œuvre ? Quelque part, sur des industries en plein essor, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, dans l'économie circulaire, on voit que le paradigme a changé en 3-4 ans, la demande des clients, la réglementation. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que la capacité à fédérer, à attirer les meilleurs talents vers ces industries d'avenir, de réallouer quelque part le pool de talents, le pool d'ingénieurs, le pool de techniciens vers ces industries, est ce qui va permettre d'accélérer les transitions. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous. On est un petit peu en retard. La suite, ça continue sur l'antenne de BFM Business avec donc l'émission 60 minutes business que je vous invite à suivre. Vous avez un écran dans l'entrée. Bonne journée.